Donc maintenant, on passe à un deuxième volet, qui est le changement climatique et ses conséquences. Nous avons abrité le COP21. Ouais, tout ça, bon, on nous en parle plein, la mer, le machin, ce bidule. Ah, c'est assez intéressant, si vous voulez, quand on regarde cette carte. Là. On est à quel horizon, là? Bon, on va regarder 2030, quelque chose comme ça. Bon, c'est rigolo, vous voyez, nous en Bretagne, on a eu des Chinois qui sont venus investir dans une tour de séchage de lait à Carhaix, plein centre de Bretagne. Alors quand ils viennent pourquoi? C'est sûr, ils viennent acheter de la sécurité sanitaire, sur du lait, gamme et tout, etc. Mais les Chinois sont des gens, comme les Japonais, qui raisonnent à moyen terme. Et donc, ils intègrent aussi la sécurisation du gisement. Et donc, la question, c'est où est-ce que des vaches vont continuer à bien pousser dans 20 à 30 ans? Voilà. Réponse, bord de Manche, Nouvelle-Zélande. Donc c'est merci de le son. Merci le climat breton. Et après, quand vous êtes, par exemple, moi je travaille beaucoup sur les filières macroalgues, il y a des vrais enjeux. Macroalgues, quand on intègre en plus les cartes de réchauffement climatique, le Japon, il y a eu Fukushima, on n'en parle plus, ça se joue entre le Chili, l'Irlande et la Bretagne. Et on a une vraie compétition aujourd'hui territoriale sur le sujet. Donc là, il y a de vrais enjeux. Mais quand même, bon, toute la logique de l'adaptation. Et nous, on commence à voir des projets l'année dernière. J'ai vu un projet, c'était un climatologue, un jeune universitaire, il avait eu sa thèse, couplé avec un informaticien. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'est, je suis, alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans le Bordelais, là, par exemple, ici, là. Et donc, je suis propriétaire d'un château, d'un très grand cru. Et la question, c'est que je dois faire un itinéraire culturel et je dois changer mes vignes. Entre le moment où je plante ma vigne et le moment où elle va produire, il va peut-être se passer 10 ans ou 15 ans. Et donc mon choix de cépage doit être fait en fonction du climat qu'il va y avoir dans 10 à 15 ans. Et la question, c'est comment je vais faire pour anticiper. Aujourd'hui, des mailles, des cartes climatologiques, c'est toutes les 7 km. C'est pas suffisant pour piloter. Qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils ne s'embêtent pas. Ils prennent la parcelle, ils disent OK, je te mets des capteurs partout, je te fais de l'acquisition, des agrégations de données, et ils régénèrent une carte climatologique à l'échelle de 100 mètres, à l'échelle de la contiguë d'une parcelle, à court et à moyen terme. Ça intéresse beaucoup les grands vignobles, mais ça intéresse aussi les gens des grandes cultures, ou même par exemple les Chinois. Ils se disent, je veux faire du vin, mais dans mon choix de cépage à 10 ans, il faut que j'ai une vision à l'échelle de la parcelle. Je dirais, il faut que j'ai la grille climatologique de ma parcelle. En gros, bon, je dirais, c'est pas nous en France qui avons inventé le Grenelle de l'environnement. C'est ça que je veux dire. Il y a un machin qui s'appelle Kyoto. Après, il y a un paquet énergie-climat européen qui a été défini et qui après se décline, je dirais, dans des objectifs nationaux et qui, après, peut même se décliner dans des objectifs régionaux et locaux. C'est ça, mais le chef d'orchestre dans tout ça, c'est quand même l'Europe, pas l'ONU. Et donc, l'Europe, elle a une politique, alors là, les chiffres, il va falloir qu'on les voit, mais ça va être en décembre, enfin, c'est des enjeux de... Ça commence à discuter, mais c'est pas encore arrêté. Et c'est bien les enjeux de la conférence COP21 qui aura à Paris le 15 décembre cette année, où on va mettre à jour la future feuille de route européenne. Jusqu'à présent, nous avons la règle des 3 x 20, 20% de réduction des émissions de CO2, 20% d'efficacité de réduction de la consommation, efficacité énergique, 20% de production d'énergie renouvelable. Voilà. Bon, les business models qui sont derrière. Le premier sur les émissions, l'Europe ne demande pas la permission aux États nationaux. En gros, il y a 2 mécanismes.
et je laisserai au kick, ça ne raconte pas de conneries. Il y a les droits, les quotas d'émission, qui sont liés plutôt pour les très grandes entreprises, où le législateur, ce qui intéresse, c'est que la moyenne baisse. Bon, problème, crise, tout le monde atteint son quota, donc la revente de quota, le marché faut congé, voilà, c'est pas efficace. Mais après, il y a un deuxième niveau, c'est je joue par exemple sur les émissions des voitures. Ça, c'est intéressant, c'est des émissions, c'est la réglementation européenne. Là, on n'a pas le choix. Je m'appelle PSA Volkswagen, qu'est-ce que je veux, je m'en fous. Il faut que des bagnoles que j'immatricule en Europe, elles soient conformes à la réglementation européenne. Si ce n'est pas le cas, je raque. Et là, on est passé à 130 grammes en 2012. Bon, pour PSA, tu fais des petites bagnoles faciles, tu dois être, je pense, 120 grammes. Je m'appelle BMW, c'est un peu plus compliqué. Je m'appelle Mercedes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on ne connaît pas le montant de la pénalisation, mais en général, quand l'Europe fait une infraction, l'unité, c'est en centaines de millions d'euros. Bon. Mais je pense, en fait, juste, je rebondis sur ce point. Mercedes, quand même, en fait, il prépare un nouveau business model, notamment sur le carburant, qui se base sur tout ce qui est hydrogène. J'ai la chance et l'opportunité de travailler sur le premier méthanisateur, donc, qui combine l'éolien et le biogaz, donc produit par Enertrag, transporté par Total, et aujourd'hui donc des démonstrateurs de Mercedes qui commencent à émerger. Donc dans le feeling, la philosophie allemande, oui, ça pourrait arriver rapidement, et après à la perception à l'échelle nationale ou internationale, surtout, on ne sait pas. Et là tu parles déjà du moyen terme. Je dis à court terme, aujourd'hui, je pense que Mercedes, depuis une bagatelle, c'est pas connu. Bonjour à la professionnelle intelligence, c'est peut-être 200-300 millions d'euros en 2013. D'après vous, pourquoi BMW a développé des mini? C'est bien, hein, un super beau produit, ils en font 300 000 par an. C'est une décision stratégique de BMW en disant si on n'a pas une petite bagnole qui nous fait baisser la moyenne, je dirais, on risque de tuer la marque. Donc ils ont regardé dans leur catalogue, confirmé par exemple DM, hein, dans leur catalogue, ils disent tiens on a acheté un machin à un moment donné, c'est dans Rover, il y a un truc, ça s'appelle Mini. Ils ont dit, ils ont pris leur équipe market, qui sont les rois de la sursegmentation, ils ont dit c'est un peu bien. Donc ils ont fait, ils cartonnent à fond, mais l'objectif de BM, c'est pas d'avoir une petite bagnole, c'est de faire baisser la moyenne. Bon, imaginez un constructeur qui a 130 grammes. Voilà ce qu'il attend en 2020-2021, on simplifie un peu, et qui reste à 130 grammes, il payera entre 2000 et 2500 euros de pénalité par voiture immatriculée. Vous comprenez pourquoi Mercedes joue des tactiques de développement sur l'hydrogène, pourquoi. Sachez que par convention, une bagnole 100% électrique, ça vaut 0 g d'émission et ça compte pour 2,5 immatriculations. Même si c'est marginal, aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles sont dans une logique de diluer leur parc thermique avec un petit peu d'électrique. On va vous dire, la bagnole électrique, machin, j'étais un des promoteurs et experts sur le sujet, pour se faire ramasser plein la gueule, vous allez voir. En Bretagne, en Bretagne, on est en train de déployer 700 bornes de recharge électrique. Mobilité verte, tourisme et mobilité verte. Et TGV va arriver à Saint-Malo. On va avoir une explosion des séjours courts des Parisiens qui vont arriver avec leurs valises à la gare de Saint-Malo. Aujourd'hui, c'est super mal organisé. On est en train de. Là, c'est en Ars, hein, avec les acteurs du tourisme. Comment on développe une offre de mobilité verte décarbonée au service du tourisme pour faire une destination verte autour de Saint-Malo. Voilà. Là, on anticipe un peu sur nos demandes de collectivités territoriales. Donc ça, c'est notre premier volet. Je dois répondre à l'Europe. On dit, qu'est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs de 20%? Eh bien, je me dis, je m'occupe du logement. Je m'appelle un État. Qu'est-ce que je fais? Crac! Je coupe l'hémorragie. C'est la réglementation thermique de l'E12. Si, dans ton permis de construire, tu ne montres pas ton étiquette énergétique, tu ne peux pas construire.
300 000 logements par an, ça ne suffit pas. Crédit d'impôt, TVA 5% sur travaux de rénovation énergétique, les travaux, etc. C'est-à-dire je solvabilise le marché à fond pour permettre aux propriétaires de pouvoir mener les travaux de rénovation. Aujourd'hui, on a un gros enjeu de financement. Et donc, vous comprenez que là-dessus, dès que je suis dans une solution qui répond aux besoins énergétiques d'un logement, qui est plus performant, plus efficace, qui me permet d'atteindre plus facilement la RT 2012, bon, a priori, je m'insère dans un marché, mais autant vous dire que la compétition, elle est sévère, et que c'est pas des rigolos. Et que quand je m'appelle une start-up, avec une solution intelligente, la question c'est comment je réussis à la faire évoluer en France. Deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est sur l'énergie renouvelable. Bon, vous avez les grands enjeux d'énergie renouvelable. Alors, on a nos barrages historiques, l'éolien onshore, les gisements sont quasiment, c'est fini, ils sont tous exploités. Bon. En grand éolien. On a aujourd'hui notamment en fait, les discussions avec l'armée de l'air, donc si tout le portefeuille sera débloqué donc, après cette bataillerie entre développeurs de projets et ministère de l'armée, on a environ de 4800 MW qui pourraient être débloqués. Et puis on a les grands projets offshore. Absolument. Hydrolien, éolien, énergie marine, tout dit, ou le moteur, blablabla. Voilà, donc ça c'est de la grosse puissance dans le système un petit peu, je dirais, centralisé à la française, en fait. Et puis après on a toutes les logiques de développement de boucles locales en autoconsommation, je dirais, avec du petit éolien. Ça c'est du petit éolien. C'est à côté de Rennes, ça marche bien. C'est plutôt le biogaz qui peut répondre effectivement à cette... Et c'est là qu'on va retrouver tous les enjeux un petit peu qui vont être, je dirais, à travers ce qu'on va appeler les smart grids, c'est-à-dire sur l'équilibre entre l'offre et la demande locale. Okay, donc je résume. Alors, et ça, les business models qui sont là-dessus, il faut regarder, mais souvent, on est sur un principe d'achat à un taux préférentiel de l'énergie produite. C'est comme ça que ça se passe un petit peu en France, c'est variable selon les machins. C'est pas forcément intelligent. Si je me permets, en fait, effectivement, en fait, il y a des contrats d'achat aujourd'hui avec un tarif d'achat subventionné. Donc c'est le code de l'énergie. Tout ça, ça va basculer. Donc il y a les contrats, nouveaux types de contrats d'achat. Donc aujourd'hui, les porteurs de projets ou les producteurs d'énergie renouvelable doivent vendre leur énergie sur un marché libre avec un complément de rémunération. Donc tout le business model de la production d'énergie renouvelable va changer. Et donc du coup, effectivement, ces acteurs, ils ont un défi d'apporter une innovation dans leur business model. Donc, on résume sur la business model, vous avez cité l'exemple. Le premier, on est dans la réglementation, t'es pas conforme, tu payes. C'est comme ça, les émissions. Le deuxième, on est dans l'efficience énergétique. C'est-à-dire, on va jouer, l'État va utiliser à la fois la logique de réglementation pour dire pas d'efficacité énergétique, pas de permis de construire, ça c'est pour le neuf. Et autrement, il va se dire merde, 50% des Français sont propriétaires de logements, ils n'ont plus d'argent. Donc, comment je vais solvabiliser le marché? Donc, crédit d'impôt, machin, etc. Mais qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire, même si c'est une loi de finances annuelle, tous les ans, boum, la TVA à 5%, on sait que l'année prochaine, ça sera encore le cas. Deuxième modèle économique. Troisième modèle économique, c'est un peu compliqué sur l'énergie renouvelable. On passe souvent par, je dirais, des contrats dans la durée, je dirais, d'énergie, etc., avec des puissances plus ou moins variables. En arrêtant de prendre l'État pour des crétins, là. Je rappelle quand même, parce que, je vais préciser, il faut casser des choses. Ouais, le photovoltaïque, blablabla, blablabla. Le prix du panneau photovoltaïque, depuis 2008, a baissé de 70%. Absolument. Et le prix du panneau photovoltaïque, c'était 70% du coût de l'installation. Donc ça veut dire qu'une installation de photovoltaïque coûte 50% moins cher aujourd'hui qu'en 2008. C'est normal que la Cour des comptes et l'État baisse le prix de rachat de l'énergie photovoltaïque. Et
tous les entreprises qui disent, alors, ils se sont pris comme des savoirs, ils auraient dû faire une trajectoire, on est d'accord, et tous ceux qui se sont dit c'est dégueulasse, entrepreneuriat, il n'est pas fait pour son boulot, blablabla, je dirais, on avait quand même un certain nombre de dirigeants, voire de Margoulin, qui étaient sur photovoltaïque, je dirais, qui, j'en ai rencontré quelques-uns, je dirais, qui avaient quand même anticipé. À côté de ça, on a des très belles histoires de gens qui ont anticipé, qui ont su bien se positionner, se diversifier. J'en connais une, en 7 ou 8 ans, c'est quand même une boutique, ça fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok.